Jean Talon, la vice-présidente de cette commission d'enquête, et j'ai le plaisir de remplacer notre président, Monsieur Laurent Burgoa, qui est retenu en séance, mais qui nous rejoindra dès que possible. Donc, nous allons commencer. Vous rappeler que cette audition est filmée et vous remercier vivement d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Donc, nous poursuivons cette série d'auditions. Monsieur Olivier Thibault, directeur de l'Office français de la biodiversité, et Monsieur Marc Aulas, chef du service départemental des Vosges de l'OFB. Donc, avant de vous donner la parole et de nous proposer vos propos liminaires, je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Et je vous invite aussi à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Avec le micro. Avec le micro que vous pouvez activer avec le bouton rouge. Je dirai toute la vérité, rien que la vérité, je le jure. Je dirai la vérité, je le jure. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie également de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt avec l'objet de nos travaux. Pour ma part, aucun. D'accord. Même chose pour moi, aucun intérêt. Très bien. Alors, bon, nos collègues sont... Les membres de la commission d'enquête sont, je pense, retenus en séance, puisqu'il y avait les questions d'actualité au gouvernement qui ne sont pas tout à fait terminées, mais ils vont nous rejoindre rapidement. Donc, vous nous ferez une présentation, je pense, de vos missions, mais est-ce que vous pourriez revenir sur le rôle de l'OFB dans l'enquête, aujourd'hui conclue par une convention judiciaire d'intérêt public concernant les ouvrages de prélèvement d'eau de Nestlé Waters dans le département des Vosges, qui étaient exploités sans autorisation? Quelles sont les mesures de régularisation mises en œuvre par Nestlé Waters sous le contrôle de l'OFB? Et avez-vous connaissance d'autres cas dans d'autres territoires, dans d'autres départements? De manière générale, existe-t-il des dispositifs prévus par la réglementation pour prévenir les dommages environnementaux des industriels embouteilleurs? Et de votre expérience, comment se matérialisent ces dommages? De manière générale, l'OFB est-elle amenée à contrôler régulièrement les installations des embouteilleurs? Et quelles sont ces installations? Et sur quels outils et quelles informations vos enquêteurs se basent-ils pour évaluer l'existence d'un dommage environnemental? Les informations auxquelles vous avez accès concernant ces exploitations privées sont-elles suffisantes? Voici les grandes lignes des thèmes que notre rapporteur approfondira par la suite, mais on va convenir ensemble du format de cette audition. Donc, nous vous proposons qu'elle se déroule en 3 temps. Je vais vous laisser présenter successivement votre travail, vos réflexions. Si on peut, vous pouvez se donner chacun 10 minutes de présentation liminaire. Ce temps de présentation sera suivi d'un temps de questions-réponses, en particulier avec notre rapporteur, et sera suivi aussi par un temps de questions par les autres membres de cette commission d'enquête. Et puis nous terminerons à nouveau, suite aux réponses apportées, par un autre temps de questions-réponses. Si ça vous convient. Très bien. Merci, Madame la Présidente. Donc, je vous donne la parole, Monsieur Thibault. Pardon. Merci, Madame la Présidente. On va faire une présentation à 2 voix, puisque vous avez en face de vous donc moi-même qui suis le directeur général de l'Office français de la biodiversité, et Marc Aulas qui est le chef du service départemental et par ailleurs qui a piloté l'enquête sur Nestlé Waters, pour la partie OEB, l'instruction. Donc vous m'avez dit quelques mots sur les missions de l'Office français de la biodiversité. C'est un établissement public de l'État avec double tutelle, agriculture et écologie. Nous avons 5 grandes missions. La police de l'environnement, sujet sur lequel on va largement revenir dans le cadre de l'audition aujourd'hui. La connaissance, avec des missions d'expertise, d'acquisition de connaissances et puis de compilation, mise à disposition du public de tout un tas de données sur l'eau, la biodiversité et l'état de la mer. L'appui aux politiques publiques pour le compte de nos ministères. La gestion en propre d'espaces protégés. Nous avons 8 parcs naturels marins
et 27 aires protégées, réserves naturelles nationales, réserves nationales de chasse et de faune sauvage, arrêtés préfectoraux de protection de biotopes en gestion pour montrer ce qu'on peut faire et la biodiversité exceptionnelle qu'on peut avoir tout en gérant un certain nombre d'activités. Et puis enfin, la mobilisation avec des missions d'information, d'éducation, de sensibilisation à l'environnement. Ça, c'est la mission de l'établissement Office français de la biodiversité. Donc, dans ces missions, il y a la mission de police de l'environnement. Je tiens à rappeler, et c'est très important, vous le savez par cœur, mais c'est important de le rappeler, il y a 2 cadres très différents d'intervention dans le domaine de la police. Quand vous êtes en police administrative, nos agents sont sous l'égide du préfet, qui est par ailleurs délégué territorial de l'Office français de la biodiversité pour la police administrative. Bonjour, Monsieur le Président. Alors, Monsieur Perturbateur, ouais. Monsieur Directeur. Oui. Bonjour. Donc la police administrative, sous l'autorité du préfet, dans le cadre organisé par quelque chose qui s'appelle la mission interservice de l'eau et de la nature, une stratégie nationale de contrôle, hein, ça c'est la police administrative, et puis d'autre part, tout ce qui concerne la police judiciaire, où nos agents sont sous l'autorité du procureur, hein, et dans ce cadre-là, font des enquêtes judiciaires, peuvent faire des enquêtes judiciaires, informations judiciaires, etc. Ils sont saisis par des plaintes ou par des soins transmis, là en l'occurrence c'est sur un soin transmis par le procureur, et ils sont sous l'autorité du procureur. Quand on est dans une enquête judiciaire, on a quelque chose d'hyper important qui s'appelle le secret de l'instruction, hein, qui fait que nous ne pouvons pas et nous n'avons pas le droit de parler des enquêtes en cours, et donc il y a bien des limites sur ce qu'on peut dire ou ne pas dire sur des enquêtes en cours. Voilà. Et sur l'aspect Nestlé Waters, je laisserai Marc dire le point où on en est et tout ce qu'on peut dire. Hein. Donc c'est bien 2 sujets très différents, hein, et pour moi c'est super important. Ensuite, quand on parle de police, il y a la notion d'instruction et la notion de contrôle. Si j'enfonce des portes ouvertes, vous me le dites, hein, mais c'est là aussi assez important, c'est-à-dire que vous avez des services instructeurs qui vont être chargés d'instruire les dossiers soumis par le pétitionnaire d'autorisation de déclaration, qui vont l'instruire, regarder si toutes les pièces sont là, s'il y a des impacts et comment il faut faire, consulter un certain nombre d'autres services dans ce cadre-là, puis valider ou invalider l'autorisation. L'Office français de la biodiversité n'est pas service instructeur. Nous n'instruisons aucun dossier en propre. Et donc dans nos domaines, hein, c'est en général pour la police de l'eau et de la nature la direction départementale des territoires, pour des installations classées en général l'ADREAL ou la DPPP, pour des périmètres de captage, ça va être l'Agence régionale de la santé. Tout ça, c'est sous l'égide du préfet, avec un service instructeur compétent, lequel régulièrement demande des avis techniques à l'Office français de la biodiversité pour instruire ces dossiers. Hein. Mais nous ne sommes pas service instructeur. Et donc nous n'établissons pas d'arrêté de récépissé déclaration ou de pièces comme ça. Et après, une fois qu'un arrêté, enfin une entreprise, une installation, un ouvrage, et ça est autorisé, se pose la question du contrôle de la bonne régularité de l'installation par rapport à la déclaration de l'autorisation et par rapport à la réglementation. Là, pour le coup, nous intervenons beaucoup et nos inspecteurs de l'environnement sont chargés de la mise en œuvre, du contrôle, du respect de la législation dans plusieurs codes, essentiellement le code de l'environnement, mais un petit peu aussi le code rural, pour les aspects agricoles, le code de la santé publique. Voilà. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on va faire des contrôles, soit administratifs, soit des enquêtes dans le cadre judiciaire. Voilà. Ça, c'est vraiment sur la manière dont ça marche d'une manière générale. Sur le cas un peu plus spécifique de Nestlé Waters, vous avez vu que le cadre juridique est quand même complexe, puisque il y a un sujet code de l'environnement sur les captages eux-mêmes, qui relève de la loi sur l'eau de 92 avec un décret nomenclature de 1993, lequel donne des rubriques qui permettent de savoir si on a une autorisation de déclaration. Et là, en l'occurrence, c'est les rubriques 1.1.1.0 et 1.1.2.0 sur la déclaration des captages et sur les prélèvements, puisque là, on a des prélèvements de plus de 200 mm3, donc c'est soumis à autorisation. Et dans ce cadre-là, les captages dont on parle étant pour la plupart anciens, il fallait faire une procédure de déclaration au moment dans le délai d'1 an après la sortie de la nomenclature.
Donc il y a de l'eau, il y a de la nomenclature ICPE, parce que Nestlé Waters est une installation classée par la protection de l'environnement qui relève d'instruction DREAL. C'est de l'eau minérale vendue au grand public, donc il y a une autorisation au titre du Code de la santé publique instruit par l'ARS, vérifié par la DGCCRF, vous savez tout ça. Et donc on a bien plusieurs services qui se mettent. Voilà. Et donc nous, on est rentré dans ce dossier-là, pas d'un point de vue administratif, puisque l'Office français de la biodiversité n'a jamais été sollicité dans le cadre de contrôle administratif dans ce dossier, dans le cas de Misine par exemple. Par contre, nous avons reçu un soit transmis du procureur pour lancer une enquête sur la question des captages. Voilà. Là, je vais laisser Marc continuer, puisque c'est lui qui a reçu le soit transmis. Alors peut-être en complément, Monsieur le Président et Madame la Vice-Présidente, donc par rapport à ce que Monsieur le Directeur Général vient de dénoncer, je voudrais préciser en préambule que au final, l'OFB, le service départemental de l'OFB, a été saisi sur deux enquêtes judiciaires différentes. La première, c'est celle des forages, qui est clôturée, qui a fait l'objet de la CEGIP. Et la seconde, c'est l'enquête sur les décharges plastiques, dont on a aussi entendu un petit peu parler, localement au moins, qui est toujours en cours d'instruction. Donc vous comprendrez après prise de contact avec Madame la substitut qui suit ce dossier au pôle régional environnement à Nancy, que je ne pourrai pas évoquer ce dossier-là. Voilà, donc sur la question des forages, une première plainte, pour refaire un petit historique, peut-être une première plainte en 2020, un classement sans suite en 2021, un recours du collectif d'associations auprès du procureur général de la Cour d'appel de Nancy, qui infirme la décision du procureur d'Épinal et qui demande la remise à l'enquête, une enquête complémentaire, et notamment qui confie cette enquête au service départemental de l'OFB, qui n'a pas été consulté du tout au cours de la première plainte. Donc c'est en décembre 2022 que nous recevons le soit transmis de Monsieur le procureur d'Épinal et que nous entamons cette enquête judiciaire qui va durer 1 an. Alors je tiens aussi à préciser que c'est un peu une enquête hors norme pour un service comme le nôtre. On est 14 agents. Je dois bien vous avouer que ça m'a beaucoup occupé en tant que directeur d'enquête. Voilà, j'ai passé quelques nuits pour l'anecdote sur ce dossier-là, mais en tout cas c'est quelque chose de très valorisant à la fois pour les agents, mais aussi pour le service départemental de l'OFB de travailler sur des dossiers de cette ampleur-là. Donc, on rend nos conclusions en début 2024, une procédure qui fait 226 pièces annexées, un PV de synthèse qui fait une 60aine de pages. Enfin voilà, vraiment, quand je parle de procédure hors norme, on est vraiment dans quelque chose. Et malgré ma longue expérience dans le métier, je n'avais jamais traité un dossier de cette ampleur-là. On remet tout ça à Monsieur le procureur d'Épinal qui va mettre en place la convention judiciaire pour la convention CJP, la convention judiciaire pour l'environnement, publique pour l'environnement, qui sera validée par le tribunal le 10 septembre 2024, à l'audience du 10 septembre. Voilà pour les éléments de contexte. Je ne sais pas si je dois aller plus loin ou si vous avez déjà des éléments qui... Merci Madame la Vice-Présidente. Oui, si vous le permettez, sur ce sujet, qui vous dites est une enquête, quelque chose de majuscule que vous n'avez pas l'habitude de faire. Moi, j'avais une question concernant les constats de vos enquêtes. Comment vous avez analysé et est-ce que vous avez eu la discussion avec le magistrat et le procureur en question sur le choix de la CEGIP? Est-ce que c'était le choix du service? Est-ce que vous avez émis une recommandation? Est-ce que vous avez été consulté d'une manière ou d'une autre par rapport à ce choix de la CEGIP ou pas? Oui. Alors, en termes d'éléments de contexte, encore une fois, il faut avoir à l'esprit qu'on est intervenu sur l'enquête judiciaire après la régularisation à la fois des forages qui datent de 2019, mais aussi après la modification des autorisations environnementales qui ont été validées par arrêté préfectoral en 2022 par Monsieur le Préfet à l'époque. Est-ce qu'on a eu notre mot à dire sur la CEGIP?
On ne commande pas les décisions, enfin, ce n'est pas notre rôle. On est inspecteur de l'environnement, on est chargé d'effectuer une enquête, mais la décision revient entièrement au ministère public et notamment au procureur de la République. Une fois qu'on a déposé la procédure au tribunal, au bureau d'ordre, on est totalement dessaisi de la procédure, sauf, bien entendu, s'il y a des demandes de compléments, etc. Mais sur la question de la CEGIP, non, bien entendu. Par contre, et je peux apporter cette précision, le procureur, monsieur le procureur d'Épinal, nous a associés à la rédaction de toute la partie réparation du préjudice écologique. On a eu des discussions, bien entendu, avec l'industriel par l'intermédiaire de Visio, etc. Uniquement sur la partie réparation du préjudice, encore une fois. Donc, dans la CEGIP, c'est quand même bien précisé. On a 5 blocs qui apparaissent sur la restauration de cours d'eau, l'agroforesterie, enfin voilà, des mesures que Nestlé devra mettre en place dans les 2 ans qui arrivent. Et je tiens à préciser que ça va se faire sous le contrôle de l'OFB, puisqu'on est bien aussi dans les opérations de contrôle, comme le précisait monsieur le directeur général, et que l'action publique n'est pas éteinte. C'est-à-dire que si Nestlé Waters ne respecte pas les conditions qui sont fixées par la CEGIP, monsieur le procureur aura tout loisir de reprendre l'action publique à l'issue des 2 ans, 2 ans et demi, quoi. D'accord. Et est-ce que sur justement les atteintes à l'environnement que vous avez constatées, est-ce que vous pouvez revenir dessus et donc sur les mesures de restauration, nous dire quelles étaient l'ampleur de ces atteintes à l'environnement ? Alors, la première chose par rapport à la restauration du préjudice écologique, c'est un sujet complexe. La restauration, le préjudice écologique, on a un groupe de travail, puisque je suis aussi membre du conseil scientifique de l'OFB, qui travaille sur la définition du préjudice écologique, sur les mesures qu'on peut mettre en place, etc. S'agissant d'eau souterraine, c'est très difficile d'envisager des mesures pour restaurer sous terre, quoi. Donc l'idée, c'était vraiment de favoriser la recharge des nappes, de privilégier des eaux de bonne qualité pour la recharge de ces nappes. Et donc c'est un petit peu ce qui guide les mesures qui ont été définies dans la CEGIP. Donc restauration de cours d'eau sur des linéaires assez importants pour, encore une fois, favoriser la recharge des nappes qui sont présentes sous l'impluvium, la présence de haies, installation de haies pour favoriser également l'infiltration des eaux dans le sol, la mise en place d'un réseau de mares pour à la fois favoriser la biodiversité, mais aussi favoriser, encore une fois, la ressource des nappes, etc. Voilà, il y a tout un tas de mesures qui sont vraiment bien explicitées dans le cadre de la CEGIP, mais qui font l'objet maintenant d'un dossier beaucoup plus précis qui a été demandé à l'industriel depuis le mois de septembre. Donc l'industriel est en train de travailler sur la rédaction de tout un cahier des charges qui va préciser, avec les montants correspondants, toutes les opérations qui vont permettre justement de réparer un petit peu ce préjudice écologique. Il y a une deuxième partie dans votre question, c'est sur les constats qu'on a pu réaliser. Alors, on a un observatoire qui s'appelle l'Observatoire national des étiages, ONDE, qui est un réseau qui comprend environ 3000 stations au niveau national. On a une trentaine de stations dans le département des Vosges. Et depuis 2019, on a fait un petit peu évoluer le choix des stations, etc. On a 2 stations qui sont situées sur le Petit Vert et sur le Vert, qui sont des cours d'eau impactés par les pompages souterrains. Alors, on a une série chronologique qui est... Impactée de quelle manière par les forages souterrains ? On constate des assecs, finalement. D'accord. On a des assecs assez précoces en saison. Donc, est-ce que ça veut dire, pour bien comprendre, que le pompage souterrain est tellement puissant qu'il assèche le cours d'eau lui-même, ou alors, le mécanisme à l'œuvre ? On pourrait résumer la chose de cette façon-là, mais on est sur des réseaux karstiques. Donc, qui dit karst dit infiltration accélérée de l'eau, etc. Donc, en tout cas, ce qu'on constate, encore une fois sur cette série chronologique, c'est qu'on est sur 2 stations qui sont dans les premières à s'assécher dans le département des Vosges. Donc, pour compléter, il est question de mettre en place un observatoire dans le cadre du SAGE, qui a été approuvé en 2023, je pense que vous en avez déjà entendu parler, tout un observatoire de fonctionnement à la fois des nappes, mais aussi des eaux superficielles, de manière à ce qu'on ait des données
actualisé et qu'on voit finalement comment fonctionnent les 3 gîtes hydrominéraux, puisque vous avez le gîte A en surface, le gîte B un petit peu. Le gîte A, c'est les eaux départ. Le gîte B, c'est les eaux de Contrex. Et la nappe des GTI, qui est une nappe captive, qui est l'eau de Vittel. Voilà. Donc, tout ça, c'est en train de se mettre en place sous l'égide du Conseil départemental des Vosges, qui est l'animateur du SAGE. Et on devrait avoir à la fois toutes les orientations pour favoriser la recharge de la nappe la plus profonde, la nappe des GTI qui est en surexploitation, mais aussi toute la réglementation qui s'imposera à tous les usagers des milieux naturels sur ce secteur-là. Donc quand vous dites qu'il est en surexploitation, c'est-à-dire que ça, c'est un constat qui est aujourd'hui partagé, qui a été finalement acté par les autorités préfectorales, qui a été, enfin, vous parlez de surexploitation de la nappe, donc à quel moment c'est acté, et est-ce que ça crée du coup des restrictions pour l'industriel quant à son captage, quant à son niveau de pompage? Est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé à votre connaissance sur ce sujet? Alors oui, d'une manière générale, comment dire, la chute, ou plutôt l'abaissement de la nappe des GTI, c'est un phénomène qui est connu depuis les années 70. Mais il faut avoir à l'esprit que Nestlé Waters n'est pas le seul industriel. Oui. On a aussi des usages d'alimentation en eau potable. On a d'autres industries qui viennent... Et vous pourriez nous dire combien Nestlé représente dans le pompage de cette nappe? Ils avaient une autorisation jusqu'à 1 million de mètres cubes par an. Ce qui correspond à ce qui est, par rapport à ce qui est pompé, ça vous semble représenter quoi? Très difficile à dire. Ouais, puisque encore une fois, la nappe des GTI, c'est un système très très vaste qui va de la région parisienne jusqu'en Allemagne, etc. Donc la ressource serait estimée à plusieurs milliards de mètres cubes. D'accord. Maintenant, on a effectivement un système de faille sur le secteur de Vittel qui fait que cette partie-là est plus sensible au pompage, aux différents pompages. Et encore une fois, je précise que l'industriel n'est pas le seul à utiliser cette nappe. Donc, depuis 2004, finalement, tout est acté. La mise en place du SAGE et les premières consultations ont commencé en 2012. Le SAGE est approuvé par Madame la Préfète depuis 2023, septembre 2023, je crois. Donc, les choses se mettent en place. Je complète ma réponse en disant que d'1 million de mètres cubes, l'industriel est d'abord passé à 500 000 mètres cubes sur cette nappe pour aujourd'hui utiliser 200 000 mètres cubes par an. Donc il y a une réduction très très importante des prélèvements qui sont exercés. L'objectif du SAGE... C'est une révision des arrêtés préfectoraux qui a entraîné cette réduction? C'est les arrêtés préfectoraux, mais c'est aussi la volonté de l'industriel. D'accord. Voilà. Je peux me permettre de rebondir. Oui. Effectivement, est-ce qu'il existe des initiatives de concertation entre les industriels pour mesurer l'impact sur la biodiversité et surtout pour réduire l'impact environnemental? Parce que vous dites qu'il y a la volonté des industriels, mais comment ça se concrétise avec vous, avec les services de la préfecture et avec les industriels? C'est des comités de concertation? Depuis 2012, donc les débuts des discussions dans le cadre du SAGE, il y a une commission qui s'appelle la Commission locale de l'eau qui réunit l'ensemble des usagers, que ce soit les industriels, les collectivités. En tout cas, tous les usagers de la nappe sont réunis avec les associations de consommateurs, etc. C'est une assemblée assez importante sous la gouvernance de Madame la Préfète dans le département des Vosges. Et bien entendu que au travers de cette commission locale de l'eau, il y a tout un tas d'orientations qui sont discutées, encore une fois, en bonne intelligence, même si parfois ça peut être un petit peu difficile, les débats sont un petit peu difficiles, mais en tout cas, il y a une démarche volontaire pour aller vers la restauration de la nappe des GTI pour 2027. Alors, quand vous dites des débats difficiles, vous pouvez rentrer dans le détail de ce que c'est? J'y assiste pas, mais c'est quelque chose qui est médiatisé. Donc, on voit des articles de journaux, etc., qui disent qu'effectivement, ça peut être très compliqué d'aboutir à des accords entre les différents usagers parce qu'il y a des intérêts qui sont un petit peu divergents, quoi. D'accord, d'accord. Merci pour ce premier point. Et donc, vous disiez que c'était une enquête importante. Est-ce que le fait de trouver cela sur ce site
a conduit l'OFB, même si j'ai compris que ce n'était pas un service instructeur, à s'interroger ailleurs sur ce qui se passait. Autrement dit, est-ce que vous avez envoyé, est-ce que vous étiez 14 dans le département, c'est bien ce que j'ai compris? C'est ça. Voilà. Mais donc il y a d'autres départements. Et est-ce que vous avez cherché à savoir d'une manière ou d'une autre, ou si ces pratiques, donc de forage non autorisé, étaient répandues ailleurs, sur d'autres sites, dans d'autres endroits du territoire? Et est-ce que vous avez connaissance d'éventuelles instructions, d'éventuelles recherches qui auraient lieu aujourd'hui? Non, mais je vais répondre de façon un peu plus globale, puisque là, votre question est plus sur les Vosges et sur l'ensemble de la France, en disant, d'abord, dans les prélèvements, c'est pas exactement la même chose quand vous parlez de prélèvements industriels ou quand vous parlez de prélèvements tout court. Hein. Et si on revient quelques années en arrière, vous savez que la déclaration et la mise aux normes de l'ensemble des prélèvements en France est un sujet qui a fait de larges débats, y compris dans cet hémicycle, enfin dans cette assemblée, hein, pour savoir s'il fallait durcir ou simplifier les procédures. Hein, dans les prélèvements, vous avez les grands prélèvements, plus de 200 000 m3 qui sont soumis à autorisation, mais vous avez tout un tas de petits prélèvements particuliers, industriels, artisanaux, agricoles, qui ont fait l'objet de larges débats. Donc, là, pour le coup, vous avez, j'imagine que quand vous avez auditionné la directrice de l'OFB-Université, elle a dû vous parler de la stratégie nationale de contrôle, qui est un sujet structurant pour la direction de l'eau et la biodiversité, qui organise la hiérarchisation des enjeux dans le domaine de l'eau, et derrière, demande à chaque préfet dans chaque département de vérifier l'adéquation de ces enjeux avec les caractéristiques de son territoire. Vous avez des territoires où il n'y a pas de problème d'eau, des territoires où il y a de vrais problèmes d'eau, alors en quantité ou en qualité, et en fonction de ça, d'organiser dans le cadre des missions interservices de l'eau et de la nature les contrôles qui vont bien. Et donc, il y a eu de larges campagnes de régularisation des prélèvements dans les années 2005-2010, enfin, je veux dire, au niveau national. Et donc là, reste-t-il encore des forages non déclarés? Je veux dire, il faut demander au service instructeur. Oui, mais vous êtes finalement les pieds de ces services instructeurs. Vous l'avez dit, ce sont les équipes qui font les enquêtes sur place. Donc, est-ce que vous avez en ce moment des agents de l'OFB qui travaillent sur ce sujet? Et est-ce qu'il y a des endroits où des forages illégaux ont été identifiés avec un travail en ce moment? Des forages non déclarés, oui, il y en existe encore. Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire où, et est-ce que vous pouvez nous dire si ça concerne le même industriel? Non, je ne peux pas vous dire. Donc enfin, pas parce que je ne sais pas, hein, en tant que là, parce qu'il y a deux, encore une fois, hein, n'oubliez pas ce que j'ai dit au départ. Il y a deux types de contrôles. Sur les contrôles administratifs, je n'ai pas connaissance de sujets en ce moment avec le même industriel dans lequel on est mis en... Enfin, il y a discussion. Et sur les enquêtes judiciaires, je suis tout simplement pas au courant puisque le secret d'instruction fait que ça reste au niveau du directeur d'enquête et du procureur. Donc vous n'étiez pas, pendant que l'enquête était en cours, vous n'avez jamais été au courant de cette enquête? Alors, attention, parce que... C'est ce que vous venez de dire. C'est juste ce que vous venez de dire. C'est pour ça que j'aimerais... Vous avez dit que vous n'étiez pas au courant. En fait, je suis au courant qu'il y a une enquête. Je ne suis pas au courant du fond du dossier, puisque je n'ai pas à être au courant d'un dossier. Donc vous étiez au courant à l'époque pas commissionné assermenté. Donc vous étiez au courant qu'il y avait des enquêtes en cours sur des forages illégaux, si je résume. Oui. Ok. Donc vous êtes aujourd'hui au courant qu'il y a dans d'autres départements des enquêtes en cours sur des forages illégaux. C'est vraiment oui ou non là. C'est quand même. Est-ce que vous êtes au courant d'autres enquêtes en cours? D'enquête judiciaire, non, je ne suis pas au courant. Là, tout de suite, comme ça, je ne peux pas vous dire. D'accord, mais donc est-ce que vous pourriez nous le préciser dans ce cas-là, si vous ne le savez pas aujourd'hui? Donc aujourd'hui, vous n'êtes pas au courant du fait qu'il y ait ou non. Vous disiez il y a quelques secondes que vous étiez au courant. C'est pour ça que je me permets de. Vous m'avez demandé est-ce qu'il y a des forages non déclarés? Oui, il y a des forages non déclarés. Y a-t-il des enquêtes? Non, je pense que j'ai toujours dit la même chose. Hein. D'accord. Donc non, je ne suis pas au courant. Vos questions sont précises. Donc c'est pour ça que j'essaye de répondre précisément. Vous avez raison. Donc y a-t-il des forages non déclarés? Et est-ce que je peux m'engager sur le fait que tous les industriels et toutes les collectivités
ont déclaré leur forage. Je peux vous dire non, toutes les collectivités et tous les industriels n'ont probablement pas déclaré tout leur forage. Voilà. Y a-t-il suis-je au courant d'enquêtes judiciaires sur ça? Non. Pour des entreprises, en tout cas pas pour Nestlé. Ok. Et vous êtes, est-ce qu'on s'intéresse aux industriels en particulier dans cette commission, vous êtes, parce que vous avez dit probablement, mais du coup, est-ce que vous êtes au courant de l'existence de forages non déclarés d'industriels? Nestlé Waters ou autre? Nestlé Waters ou autre, d'embouteilleurs. Est-ce que vous êtes au courant de l'existence ou non de forages non déclarés? Non. Non. Mais ça ne veut pas dire, je vous garantis, qu'ils sont tous au bon. Exactement. Mais, est-ce que vous êtes au courant? C'est vous de. Est-ce que non, vous avez là, dans vos services? C'est pas un piège, hein, c'est une vraie question. Je n'ai pas connaissance. Non, mais je réfléchis. Enfin, je veux dire, c'est pas une question complètement simple, mais non. Alors peut-être un petit complément sur votre première question. Quand on a ouvert cette enquête judiciaire, dont on savait qu'elle représentait un certain nombre d'enjeux, qu'elle était sensible, etc., on a rendu compte, non pas à monsieur le directeur général, mais à la direction de la police au niveau national de l'établissement. Donc on a informé qu'on ouvrait une enquête judiciaire à la direction générale, à la direction de la police. Et on prend systématiquement nos instructions auprès de monsieur le procureur. Donc tout à l'heure, vous m'avez posé la question de savoir si on avait des échanges, etc. Oui, tout au long de l'enquête, on a des échanges avec monsieur le procureur de la République, qui est l'autorité judiciaire qui nous donne les instructions et qui nous donne effectivement les orientations qu'on doit suivre au cours de l'enquête. Mais ça me semble important. La direction générale était informée. Et la direction générale de la police de l'OFB. De l'OFB. Oui. C'est nous. Là. Voilà. En fait, on a un système. Alors peut-être qu'on peut vous parler de l'organisation de l'Office français de la biodiversité. Donc, nous avons un service départemental avec des inspecteurs de l'environnement dans chaque département, d'accord, qui sont sous l'autorité de directeurs régionaux dans chaque région et eux-mêmes sous l'autorité d'une directrice générale en charge des territoires et de l'outre-mer. D'accord, ça c'est sur l'organisation des services départementaux. Marc est le chef du service des Vosges. Après, nous avons des directions métiers et notamment nous avons une direction de la police et du permis de chasser qui est nationale. Cette direction de la police et du permis de chasser est dans une direction générale déléguée police, connaissance, expertise, elle-même rattachée au directeur général. D'accord ? Et dans cette direction de la police et du permis de chasser, on a un service juridique, un service national d'enquête, des brigades mobiles d'intervention, etc. Et donc, tout ça est organisé et en fonction du type d'enquête, de la sensibilité des dossiers, évidemment qu'il y a un suivi de ces enquêtes. Oui. D'accord. Et la révélation de ces faits dans ce département n'a pas généré des recherches dans d'autres départements de situations analogues, à votre connaissance? Non. Mais non, du service instructeur. Ok. Ça soulève le sujet de la saisine judiciaire, c'est-à-dire que l'OFB intervient quand il y a une saisine judiciaire. Si vous avez une plainte d'un collectif d'associations, etc., en matière judiciaire, on a besoin de cette saisine. Donc si on n'est pas informé des faits, on ne peut pas diligenter, et encore moins sans l'autorisation du procureur. Bien sûr, mais là je parlais de contrôle administratif, puisque c'est aussi dans votre mandat pour le coup. Alors attention, les contrôles administratifs, et ça c'est quelque chose qui a fait aussi de larges débats, nous intervenons sous l'autorité du préfet, qui est délégué départemental de l'OFB pour la police administrative. En l'occurrence, on n'a pas lancé de procédure nationale de contrôle aujourd'hui. Et quand vous intervenez dans un département, c'est sous l'autorité du préfet. D'accord. Mais vous pouvez lancer quand même au niveau national et après intervenir sous l'autorité du préfet. C'est ça que je comprends? En fait, on peut mettre en avant un certain nombre de priorités d'enjeux locaux ou nationaux. Après, c'est le préfet qui, étant délégué territorial de l'OFB pour la police administrative, décide ou peut nous dire oui ou non, ou allez-y. Enfin, voilà. Et est-ce que depuis donc, le scandale des embouteilleurs, ce sujet a été remonté comme l'une de vos priorités nationales ou pas? Non. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Peut-être juste deux autres questions. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quels autres champs de l'activité des embouteilleurs vos enquêtes peuvent porter? Est-ce que c'est strictement sur les forages ou est-ce qu'il y a d'autres dimensions
qui peuvent rentrer en ligne de compte? Je crois que je l'ai évoqué tout à l'heure. Dans le cas de Nestlé Waters et des Vosges, on a cette question des décharges plastiques sauvages. Encore une fois, la procédure vient d'être clôturée. Je ne peux pas vous en parler parce que je suis soumis au secret. Mais oui, voilà, parmi les champs d'investigation, il y a celui-là aussi. Et ces pratiques des décharges sauvages, sans revenir sur ce cas précis, elles sont répandues, elles sont courantes? Vous en avez connaissance dans d'autres départements? Alors, vous avez, sans rentrer... Je ne veux pas avoir mis le doigt sur un non, problème, non, mais j'ai l'impression les décharges que oui. sauvages, en fait, vous avez derrière le mot décharge sauvage plusieurs choses qui peuvent être avec des réglementations différentes. D'accord. Parce que vous avez des dépôts d'ordures ou des dépôts de déchets illégaux qui ne font pas l'objet d'autorisations, qui sont juste des dépôts de déchets, sur lesquels, là, on est pleinement compétent. Tout comme le premier responsable, c'est en général le maire, d'ailleurs, qui a des pouvoirs de police aussi. La gendarmerie s'y met de plus en plus. Donc ça, oui, il y en a. Je pense qu'on pourrait chercher les communes dans lesquelles il n'y en a pas, en fait, plutôt que de chercher les endroits où il y en a. Et donc c'est quelque chose qui est très important, pas forcément avec des impacts très forts, mais il y en a un peu partout. Après, vous avez des décharges qui peuvent être des CET de classe 2, des CET de classe 3, des CET de classe 1. Donc, CET de classe 3, c'est les dépôts de déchets inertes. Classe 2, déchets ménagers. Classe 1, c'est industriel dangereux. Ça, c'est des choses qui relèvent de procédures ICPE. Là, les services instructeurs, c'est en général les DREAL. Et donc là, si vous voulez, vous avez des questions sur le suivi, la régularisation de toutes les décharges, notamment d'ordures ménagères ou de déchets en France, il faut poser les questions précises aux services instructeurs en question et donc dans les DREAL. Et vous avez des plans de déchets ménagers régionaux qui regardent et qui font le suivi un petit peu de l'état de régularité de l'ensemble de ces choses-là. Là encore, nous ne sommes pas services instructeurs. Par contre, nos inspecteurs environnementaux interviennent chaque fois qu'il y a des impacts sur l'environnement. C'est ça l'entrée qui fait que l'on rentre dedans. D'accord, écoutez, je ne sais pas si c'est bon pour moi, merci. Très bien, donc on va, merci monsieur le rapporteur, laisser la parole à nos collègues présents si vous avez des questions. Non ? Je crois qu'on a fait le tour des questions, mais écoutez, on vous remercie. On vous remercie. Pardon ? On est juste en attente de leur réponse au questionnaire. Voilà, on vous remercie vivement pour votre participation et nous sommes dans l'attente de votre contribution écrite. Si vous pouvez nous faire parvenir des précisions comme vous l'a demandé le rapporteur. Voilà. Merci, messieurs.